Pisoul. En direct de l'Ubu avec... Ah ben évidemment. En direct de l'Ubu, non mais on m'en veut quoi. Où j'ai deux représentants de l'autre côté de la Méditerranée, je dis ça c'est pour introduire le sujet, Adel et Saadani, donc le Marocain, et Nazim Megbel, l'Alsacien, mais un peu algérien quand même des fois. Et voilà. Et on s'inquiète de la démocratie, bon, en France, mais on se dit qu'au Maghreb aussi, il se passe des trucs à ce niveau-là. Donc il paraît qu'il se passe des trucs en Algérie. Tu y fus il y a encore pas longtemps. Et toi, tu as cru que tu pouvais être en démocratie au Maroc il y a pas longtemps, et le ministère de l'Intérieur t'a rappelé que tu voulais aller trop vite. Je n'ai toujours pas espoir, comme les Algériens. Alors, Tout comme les Français, quelques Français. oui, oui. Aujourd'hui. On va vous rattraper bientôt. Hein. Ramnouli là, comme on dit. Donc, on commence par quelle partie? La partie atlantique ou la partie Méditerranée? C'est toi le directeur de la rédaction. Bon, le truc le plus agité en ce moment, c'est l'Algérie, Nazim. Alors, alors il y a deux raisons que les Algériens se sont sortis dehors manifester. Le fait que Jean-Marc Pujol présente un troisième potentiel mandat, et surtout que Bouteflika présente un cinquième. Donc, ils sont sortis dans la rue. Bouteflika a dit on peut négocier depuis sa clinique. Puis finalement, les généraux l'ont mis dehors. Donc, mais résume-nous comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu puisque tu y étais. Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, en fait, il y a une grosse erreur qui est dite un peu partout dans la presse, c'est que Bouteflika ne s'est jamais présenté. Ouais. Bouteflika allait se présenter. Ce sont ces hommes qui, en fait, lançaient des ballons de sondage pour dire que Bouteflika va se présenter. Et effectivement, la population s'est soulevée, a dit non. En fait, elle a dit non, non pas à Bouteflika, mais elle a dit non à une personne qui n'était plus capable de présider un pays, de conduire un pays. Et ça depuis 2013, parce qu'il a eu un AVC en 2013. Il a été quand même élu en 2014, mais depuis 2014, on l'a rarement vu, si ce n'est en chaise roulante et dans une situation médicale très très critique, on va dire. Délicate. Donc, toi, c'est différent. Tu vis dans un pays qui est un royaume. Non, c'est pas différent. qui a ratifié toutes les conventions des droits de l'homme, etc. Et toi, bêtement, tu y as cru. En tout cas, tu voudrais que ces conventions des droits de l'homme s'appliquent, et tu fais tout en tant qu'agent culturel et pas sujet du roi, mais un sujet qui voudrait être un peu un citoyen pour que toutes ces conventions soient respectées. C'est quoi l'état du Maroc et la démocratie en ce moment, au-delà de l'affaire de Racine et de le dîner de cons? Non, l'affaire de Racine n'est pas propre au Maroc. Il est question de liberté d'association, liberté d'expression. Je crois qu'on peut partager ça avec beaucoup de pays, y compris quelques pays qui sont soi-disant libres et démocrates. Donc, et c'est pas parce que c'est une monarchie que forcément il n'y a pas de démocratie. On se rêve à être une monarchie comme la Norvège, comme la Belgique, comme l'Espagne un peu, etc. C'est pas antinomique, on s'en fout à la limite des étiquettes. D'ailleurs, l'Algérie, c'est une république, c'est ce qui la sauve un peu, mais Bouteflika, ou pour être plus précis, son clan voulait, sont jaloux de la monarchie, donc ils voulaient le mettre en place. Il y avait une photo humoristique d'un sosie de Bouteflika. Ouais. Et la légende disait que dommage qu'ils ne l'avaient pas trouvé ailleurs, avant, parce ils auraient pu travailler avec pendant 15 ans encore. En fait, Bouteflika n'est qu'un prétexte. Mais maintenant, ce qui est intéressant à relever, à mon avis, c'est que on a la même population, on se ressemble par beaucoup de côtés, mais là, l'Algérie a donné une leçon au Maroc, en France, à beaucoup de pays, de par la discipline, la rigueur
et le partage d'un destin commun, d'un objectif commun, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et finalement, moi je crois qu'une des explications, c'est que c'est les pays qui ont été touchés dans leur chair et dans 10 années Oui, des décennies noires, comme on l'a appelé. Décennies noires. Ou d'attentats, d'assassinats. C'est pas rien. Ça laisse, même si les jeunes n'ont pas connu ces 10 années, on va dire, mais c'est une mémoire collective qu'on voudrait pas revivre en Algérie. Peut-être que le Maroc n'a pas eu un traumatisme comme ça, et ça l'empêche d'avoir un projet commun, collectif, et d'être discipliné, rigoureux pendant, maintenant 5 semaines, ou un peu plus. Est-ce que ça fait... est-ce qu'il faut forcément du malheur pour apprendre ? Est-ce qu'il faut des catastrophes pour que l'humain se densifie et devienne responsable? On peut rien généraliser, parce que la France c'est un peu la même chose. C'est rien passé de terrible depuis longtemps, et donc nous-mêmes le citoyen s'étiole, quoi. On peut rien généraliser, mais quand l'Europe s'est construite après la Deuxième Guerre mondiale, la Corée, le Japon sont développés après la guerre mondiale. Le Japon après Hiroshima. Là, on le voit. L'Allemagne, après une guerre. Là, encore une fois, on le voit. En Algérie, il y a le traumatisme encore vivant. Oui, c'était les années 90. Et c'est pas propre à la politique, c'est aussi, pour revenir à l'endroit, à l'Ubu. Il y a beaucoup de styles musicaux qui sont sortis et qui sortent de la souffrance. Le flamenco n'est pas joyeux, le gospel pas plus, le fado il est encore plus mortifère, on va dire, dans le sens imagé du mot. C'est pas, mais il porte la tristesse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui naissent d'une souffrance. Le tango, ça donne de l'espoir. Tout est relatif. C'est une autre histoire. Alors Nazim, là-dessus, raconte-nous, tu étais, au lieu de pianoter en direct, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu à Alger dans les manifestations? J'ai vu quelque chose qui a surpris tout le monde. J'ai vu des comportements. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu disais par rapport à ce qui se passe, à la façon de manifester en Algérie. C'est que ça nous a surpris parce que tout le monde, moi le premier, je m'attendais à un soulèvement violent. Et effectivement, on a été totalement bluffé par non seulement la jeunesse, mais les citoyens qui sont allés à contresens. C'est-à-dire que face aux forces de l'ordre, ils ont pris l'humour, ils ont pris le sarcasme et surtout le civisme. Il y a une scène dont je parlais hier qui est assez bluffante, c'est quand les canons à eau ont commencé à tirer sur les étudiants d'abord se sont sauvés, puis se sont mis sous les canons à eau et ont demandé du shampoing. Ça a surpris tout le monde parce que normalement, on est violent, mais non, là ils étaient en train de se marier, ils dansaient sous l'eau et ils demandaient aux policiers de leur rajouter du shampoing. Ce qui est étonnant aussi, c'est aussi la maturité politique de certains qui fait qu'on découvre quand même une société qui est plus mature que les politiques en d'Iran. Parce que elle est très jeune, ces sociétés. La société algérienne est très jeune, mais ce qu'il faut savoir, et je pense que 70% de moins de 30 ans, c'est ça à peu près. À peu près. Et je selon pense que les syndicats. Voilà. Et là, selon la police. C'est que, et je pense qu'au Maroc c'est la même chose, c'est que les Algériens s'intéressent aussi beaucoup à la politique européenne. Quand on s'assoit avec des jeunes, ils sont capables de raconter ce qui se passe en Europe politiquement. Ils sont capables de faire un point sur Trump. Ce sont des gens qui s'intéressent énormément à ce qui se passe dans le monde. Donc du coup, c'est pas étonnant dans un sens de voir cette jeunesse qui s'affirme. Et là actuellement depuis 2-3 marches, ce qui se produit et ce qu'on ne voit pas, ce sont les débats. Il y a énormément de débats de rue, il y a énormément de débats citoyens. Ce sont des jeunes qui se mettent sur les marches, par exemple, du Théâtre National d'Alger, pour débattre justement de
ce qu'on peut faire, ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les personnes qui pourraient éventuellement représenter les citoyens. Et c'est tout ça qui est intéressant, c'est cette démarche citoyenne qui fait que les gens, en fait, se réapproprient le pays. Et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, il y a une scène aussi qui a été frappante, c'est juste après les marches à Alger, tous les jeunes se sont mis à nettoyer les rues. Donc il y avait des sacs poubelles, c'était des jeunes, des femmes, des hommes, et qui ont commencé à ramasser les bouteilles, à ramasser tous les détritus et tout, ce qui fait que l'Alger, à 19h, 20h, était propre. Alors que juste avant, il y avait 20 millions de personnes, 2 millions de personnes dans la rue. Plus qu'avec les municipaux. Oui, exactement. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est comme on s'est dit, en fait, l'Algérien se réapproprie son pays. Autant avant, il le laissait, il le nettoyait pas parce qu'il considérait que c'était pas le sien, qu'il était géré, comme disait Adel tout à l'heure, par une sorte de monarchie républicaine. Là, au contraire, il se réapproprie son pays, il le nettoie en disant c'est à moi, tu ne le salis plus. Et c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est très intéressant à voir. Donc tu veux dire que Perpignan serait propre si on était persuadé que c'était notre ville? Non, je crois qu'il y a, tout à l'heure tu parlais du traumatisme, le lien entre le traumatisme et le progrès. Là, ce qui se passe en Algérie et ce qu'on espère peut-être un jour au Maroc, sans AVC, Ouais. c'est que les Algériens sont, depuis très longtemps, comme les Marocains, c'est un peuple qui pratique l'humour depuis tout temps. L'humour étant la politesse du désespoir. Et en même temps, c'est un peuple fataliste, puisque ça vient de notre civilisation, hein, Inch'Allah. Mais ce fatalisme et cet humour, c'est une résilience quand tout va mal, quand il n'y a pas de développement, etc. Et ça peut être une cause de non-action. Mais dès lors que tu injectes dans ce fatalisme une petite cause commune qui fait du collectif, partager un destin commun, s'approprier un espace public, ça devient un mode de lutte non violente. Et le peuple devient invincible. Et donc finalement, de notre art, le fatalisme, l'humour comme échappatoire à toute action politique, ça peut devenir des forces parce que le point commun entre les deux, c'est que il y a beaucoup qui n'ont rien à perdre finalement. Et forcément, ils gagnent. Je me rappelle, pour rebondir sur ce qu'il dit Adel, en 2001-2002, il y a eu des manifestations en Kabylie qui a été réprimée. Il y a eu 126 morts. À Béjaïa, ma ville natale, j'étais arrivé là-bas, sur le grand boulevard, il y avait les jeunes qui avaient suspendu une banderole qui traversait tout le boulevard et il était écrit dessus: vous ne pouvez plus nous tuer, nous sommes déjà morts. Je trouve cette phrase très violente, avec un humour noir, mais en même temps d'une force incroyable. Et je pense que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci, les manifestations. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Ils se sont moqués en fait de ce qui leur arrivait. Et c'est justement cet humour, cette dérision par rapport à ce qui leur arrivait qui a fait que c'est devenu comme ça. C'est qu'à un moment donné, ça en devenait presque burlesque. Et tant mieux, parce que le problème qu'il y a, c'est que même l'Algérie, quoi qu'on en dise, on est assis sur une poudrière. C'est-à-dire il suffirait d'un élément déclencheur et tout pourrait péter. Et c'est ce qu'on craint. Donc pour l'instant on est optimiste, pour l'instant on est positif, pour l'instant on est dans la construction, mais en même temps on est dans la réflexion et on est très très prudent. C'est pour ça qu'actuellement on se pose des questions sur le devenir, parce que bon, même les politiques extérieures, je ne sais pas si tu as remarqué, aucun pays à l'étranger ne parle de ce qui se passe en Algérie. Personne n'ose commenter ce qui se passe en Algérie. C'est-à-dire qu'on a des tas d'accords, ne serait-ce que la France avec, on ne va pas se fâcher, quoi, tant qu'on ne sait pas où on va. Non, justement, ils ne savent pas justement s'ils doivent se fâcher ou pas, ils ne savent pas s'ils doivent soutenir. Tu prends par exemple la Libye ou la Syrie, tout le monde s'est vite positionné, tandis qu'en Algérie, aucun pays international, aucun pays ne s'est positionné pour soutenir soit les manifestants ou pour soutenir soit le gouvernement. Ils attendent de voir qui va gagner. Oui, voilà. Exactement. En fait, on n'a rien inventé.
Bien sûr, c'est sur une poudrière, mais c'est le fait d'être sur une poudrière donne le moteur à toute la population pour plus de discipline, plus de rigueur. En Algérie, au début des manifestations, il y avait 12 commandements, quelqu'un qui avait sorti les 12 commandements du manifestant, entre autres nettoyer la rue après son passage, donner de l'eau aux vieux, aux policiers, etc. Il y avait... et donc, encore une fois, il l'a dit, Nazim, c'est... comme disait Solzhenitsyn, c'est à celui à qui vous avez tout pris, vous le rendez de nouveau libre. Et donc finalement, quand tu n'as rien à perdre, mais pas en étant que fataliste, mais en ayant un objectif qui, à plus forte raison, est politique. Il est question de reddition de comptes, il est question de service public, après tout. Il ne demande pas la lune, hein. Il demande des routes normales, il demande un service de santé publique qui fonctionne, une éducation. Comme au Maroc, on a les mêmes... Comme en France. Un peu moins de corruption. Enfin, on ne va pas tout comparer. Oui, mais le fond du truc, c'est, voilà, la richesse du pays, qu'elle soit réinjectée dans l'espace public. C'est ça. Et qu'on arrête un peu la mauvaise répartition, pour être euphémisant. En Algérie, ça se voyait un peu trop. Au Maroc, ça se voit toujours un peu trop. En France, ça se voit pas vraiment. On masque ça avec un discours BFM TV, LCI, et CNews, etc. Mais finalement, l'homme universel aspire à un peu de dignité, et un peu de service public. C'est Montesquieu. Je cède ma part de violence à l'État qui me permet, en contrepartie, il me permet d'avoir un peu de service public pour qu'on vive tous en paix. Sinon, on sortirait comme au Texas, tous les armes, et ça va devenir la jungle. Ça s'appelle le contrat social, tout simplement. Au Maroc, est-ce que la population a des envies de démocratie en général, ou c'est juste une partie, une avant-garde, comme on dit chez nous les marxistes, qui réclame la démocratie? Les trois quarts des gens ils se contentent comme d'habitude de ce qu'on leur donne. L'envie est liée partout. Après, c'est le passage de l'envie à l'acte. Et encore une fois, c'est de faire du collectif. Être collectif, être d'accord tous sur un minimum syndical et prendre la conscience, ou avoir la conscience que c'est un risque à prendre et bien vouloir le prendre. Par exemple, la presse au Maroc, l'état de la presse au Maroc, est-ce qu'il y a des voilà, non, elle est pitoyable. C'est pour ça que... L'Algérie, il y a encore des beaux morceaux à lire. Je pense à El Watan. Non, ce qu'il y a en Algérie, ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est non plus la presse écrite, mais la presse numérique. On a énormément de sites en Algérie qui démarrent au quart de tour, qui sont très, très réceptifs. Bon, il y a à boire et à manger, attention. Il y a du scoop, il y a du fake, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a différents avis et ça permet, après la réflexion, le problème qui se pose après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette presse-là. Je pense plutôt, on en parlait avec Adel, ce qu'il faudrait maintenant, c'est s'informer mutuellement entre la jeunesse marocaine et la jeunesse algérienne. Je prends un problème très important, c'est que dès le début des marches, il y a eu des tentatives de déstabiliser les marches en jouant sur le séparatisme entre les Kabyles, ce que je veux dire, les Berbères avec les Arabes, entre l'Ouest et l'Est, entre les indépendantistes, les séparatistes et tout. Voilà. Et en fait, heureusement, les réseaux sociaux ont vite réagi et ont fait en sorte que ça ne se produise pas. Mais ça aurait pu se briser. Et je pense qu'au Maroc, c'est ce qu'il faudrait qu'il se passe. Il faudrait qu'à un moment donné, il y ait justement cette union-là qui fait que, comme en Algérie, il y a un fait très très important qui s'est produit, qui paraît anodin mais qui est révélateur, c'est que c'est des supporters de clubs ennemis qui se sont unis pour faire les mêmes chants. Et en même temps, le must, c'est qu'ils ont demandé à chacun des supporters de laisser les couleurs de son club à la maison.
C'est-à-dire qu'ils ont chanté dans la rue en unissant, c'est-à-dire sans se montrer ou en travaillant ensemble. Imaginons ici en France, voir des supporters de l'OM marcher avec des supporters du PSG pour dire qu'il est Macron. Ça l'a fait sursauter. Ouais, voilà, c'est. Voilà. J'ai les doigts qui sont fans de foot, moi non, mais mes doigts. Pour te donner un exemple. Voilà. Un des commandements en Algérie, c'était pas d'autre drapeau que le drapeau algérien. Voilà. D'accord. C'est pancarte et drapeau algérien. Et ça, c'est hyper révélateur, quoi. Et c'est ce qui devrait se passer quand, si on veut faire, par exemple, si la jeunesse marocaine veut faire quelque chose, c'est ça. C'est-à-dire, que ce soit les RFI, les autres régions et tout, c'est s'unir, avoir un seul objectif, c'est le mouvement citoyen, point. D'ailleurs, il y a eu des chants de supporters du Raja, c'est une équipe de foot casablancaise. On a repris des chants du Raja pendant la manifestation. Bladi de l'Omoni, etc. Et donc il y a déjà cet échange. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, comment s'appelle le groupe mythique Nesl Rewan. Nesl Rewan, il y a une chanson qui est très très connue en Algérie, qui est très très reprise. Donc, alors ça veut dire quoi? C'est quoi Non, il y a une proximité, c'est-à-dire qu'il y a un groupe, de Gnawa qui était très très politisé dans les années 70-80 et que les Algériens connaissent par cœur et qui reprennent. Donc, on en parlait même en Algérie quand j'étais dans les marchés et tout, on parlait de ça, on disait bon, il faudrait qu'on arrive à ça et il y a d'autres pays qui devraient nous suivre. On parlait même de la France, comment ça se fait que le pays des droits de l'homme en France se retrouve avec des manifestants qui sont dans un rapport de violence avec l'autorité française. Chaque jour, chaque week-end, on a des blessés graves parmi les manifestants, que ce soit à Paris ou dans les régions. Et beaucoup de gens en Algérie se sont posé la question comment. Peut-être que le pouvoir veut aussi qu'il y ait ces rapports de violence pour décrédibiliser les manifestants. C'est là, justement, on s'est rendu compte que justement, les médias jouaient un grand rôle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en Algérie, tout de suite, les médias ont été du côté des manifestants. Ce qui a été complètement l'inverse en France. Ils sont aux mains de qui les médias en Algérie aussi? Kin Pagamana, on dit en catalan. J'aime bien cette question parce que ce qu'il faut savoir, parce que chez nous, voilà. En Algérie, contrairement en France où les médias appartiennent à 3-4 familles qui sont aussi des vendeurs d'armes, en Algérie, on dit que chaque journal, derrière chaque journal se cache un général. Le truc, c'est qu'en Algérie, on a au moins dans les 15 de quotidiens. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on va devant un kiosque, il y a chaque journal a ses propres titres. C'est-à-dire un journal qui peut faire la une sur un match de foot, il y en a un autre qui va faire la une sur un ministre, il y en a un autre qui va faire la une sur un truc international. Ils ne sont pas homogènes comme dans la presse française où quand on prend TF1 et Antenne 2, on a l'impression d'avoir la même information. Et c'est ça qui est intéressant en Algérie. C'est justement cette diversité qui en plus s'est développée encore une fois avec les journaux numériques. Alors, justement... Pour résumer, la France a à apprendre de l'Algérie, du Maroc. Et là, comme on est à Place Rigaud, il y a cette diversité. Et finalement, c'est par la culture que les choses peut-être s'arrangent, etc. Bien sûr. C'est une petite Algérie ici. Ou petite Maroc, ou petite Inde. Alors, l'idée, c'est... au Maroc, la solution, à part la presse écrite, c'est peut-être aussi Internet. Ouais, non, mais c'est pareil, c'est mondial. T'as eu des problèmes avec un dîner de cons, justement Non, mais Internet, c'est aussi, heureusement qu'il y a Internet. C'est ce qui a permis le printemps arabe, je rappelle. Et heureusement que... Tu y crois, toi, au printemps arabe, vu l'aboutissement? Parce que si on regarde un peu partout... Eh ben, les frontières terrestres entre le Maroc et l'Algérie sont coupées, mais... pour des raisons politiques, heureusement qu'il y a eu Zuckerberg et consorts et Internet, parce qu'on ne peut pas, nos politiques ne peuvent pas couper les frontières d'Internet. Donc on est forcément en communication. Et comme on subit les mêmes tares, finalement, on arrive, nous, Algériens, Marocains, je parle de la population, de se parler, de se contaminer positivement, sans suivre...
les humeurs de nos politiques. Donc Internet, c'est une chance, mais c'est comme la télé. Il y a Arte, il y a TF1, ça peut abrutir comme... c'est comme tout, c'est comme le sucre, ça dépend du dosage. Et donc, c'est Coluche qui disait, c'est pas le tout d'avoir des bagages, il faut savoir où les poser. Donc, Internet n'est qu'un tuyau. Après, ça dépend de ce qu'on met dedans. Mais Internet, c'est une fenêtre de liberté, là où des pays restreignent toutes sortes de libertés quand ils le peuvent. Mais Internet, maintenant, l'image mondiale que donne un pays quand il ferme Internet, c'est une dictature. Il y a la Tunisie qui l'a essayé un peu de temps, la Turquie, elle a essayé 3 heures, l'Égypte, en 2011, a essayé, mais il n'a pas réussi. La Chine a réussi. Non, il l'a remplacé, mais parce qu'ils sont avancés en termes... technologique, oui, ils tiennent le truc. D'ailleurs, le jeu de l'Internet, c'était rigolo parce que la première marche n'avait pas été beaucoup suivie, celle du 22 février. Et ce qui était pas mal, c'est la deuxième journée, celle du 1er mars. Il y avait le ministère de l'Information qui avait bloqué l'Internet, l'accès Internet la veille et le jour de la marche. Et en fait, toute la population a remercié la ministre parce que c'est ce qui a permis à tout le monde de sortir dans la rue puisqu'Internet ne fonctionnait plus. Donc les gens, au lieu d'attendre chez eux pour regarder ce qui se passait sur Facebook ou par voie de presse sur les médias, et ben, ils sont sortis dans la rue pour regarder ce qui se passait. Et c'est comme ça que les gens sont sortis. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était retourné contre eux. Voilà. C'était ça qui était assez intéressant. Alors, on va clore le truc. Une conclusion de vous deux. Donc, moralité, la démocratie, c'est quoi pour vous au finish quand on est votre vague définition? On est tous sur le même bateau. J'avais un copain qui disait il ne sert à rien d'avoir une suite royale quand on est tous sur le Titanic. Et donc finalement, la démocratie, enfin, il y a d'autres termes, mais l'idée c'est de vivre en paix. Et pour vivre en paix, il faut que la répartition soit un peu équitable en termes de services publics, en termes d'ascenseur social, etc., etc. Nazim et Megbel, ta conclusion? Ma conclusion, c'est que... Comme il a dit lui. Voilà, aïe. Comme il a dit lui, ça c'est une longue histoire. Mais c'est bon, il a tout dit quoi. J'espère juste que ça se passera bien. Et j'espère qu'en France, ça va se réveiller un peu plus. Merci Nazim Megbel, merci Adel et Saadani.